On est en 1949. Un psychologue canadien, Donald O. Hebb, publie une théorie qui va littéralement tout changer. Il propose une réponse, simple mais incroyablement profonde, à une des plus grandes énigmes de tous les temps. Comment notre cerveau apprend-il? Allez, on plonge dans cette idée révolutionnaire. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? De quoi est faite une pensée? C'est de l'électricité? De la chimie? Ou alors quelque chose de complètement immatériel? C'est précisément ce mystère que Hebb a voulu percer, en cherchant le fondement physique de notre esprit. Pour bien comprendre l'impact des travaux de Hebb, il faut qu'on se replonge dans les années 40. À cette époque, la psychologie était carrément coupée en deux. Il y avait un véritable gouffre entre les théories de l'esprit, très abstraites, et ce qu'on savait de la réalité physique du cerveau. Alors, d'un côté, on avait les comportementalistes comme Pavlov. Pour eux, le cerveau, c'était simple, un peu comme un standard téléphonique. Un stimulus arrive, une réponse part. Et de l'autre côté, on avait la psychanalyse de Freud, qui parlait de force inconsciente, de choses très complexes, mais qui, elle, ignorait complètement la mécanique du cerveau. Et le problème, c'est que personne n'arrivait à faire le lien entre les deux. Et c'est là que Hebb entre en scène. La question qu'il pose dans son livre, L'organisation du comportement, c'est exactement ça. Mais au fond, que se passe-t-il vraiment à l'intérieur du cerveau? Il voulait jeter un pont, trouver une base physique observable pour l'apprentissage, la mémoire, la pensée. Bref, il voulait ouvrir le capot. Et la solution que propose Hebb, elle est d'une simplicité et d'une puissance assez incroyable. C'est vraiment l'idée qui va poser les fondations de toutes les neurosciences modernes. Une règle toute simple qui explique comment l'expérience vient sculpter notre cerveau. On la résume souvent par cette petite phrase, devenue célèbre, « Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble ». Alors attention, ce ne sont pas les mots exacts de Hebb, mais cette formule capture parfaitement l'essence de sa théorie, qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage hébien. Le principe est simple, plus des neurones s'activent en même temps, plus leur connexion devient forte. Tout part de là. Bon, si on veut être un peu plus technique, le nom officiel, c'est le postulat neurophysiologique. Mais l'idée, elle, reste très simple. Imaginez deux neurones. Si le premier s'active et qu'il aide, de façon répétée, le deuxième à s'activer aussi, eh bien, le lien entre les deux va devenir plus solide, plus efficace. Ce n'est pas juste un truc temporaire, non, c'est un vrai changement physique et durable dans le cerveau. Et voilà, pour les puristes, la formulation originale de Hebb, directement tirée de son livre. Oui, c'est un peu plus dense, c'est sûr, mais le cœur de l'idée est là. Une participation répétée augmente l'efficacité de la connexion. C'est tout simplement la loi fondatrice de la plasticité cérébrale, écrite noir sur blanc dès 1949. Ce schéma nous montre précisément où ça se passe. Tout se joue ici, au point de contact entre les neurones, ce qu'on appelle les synapses ou les boutons synaptiques. C'est le lieu physique de l'apprentissage. D'après Hebb, c'est là que la magie opère, que les connexions se renforcent littéralement, qu'elles deviennent plus robustes à chaque fois qu'on les utilise. Ok, c'est bien beau cette règle entre deux neurones. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à, disons, une pensée complexe ou même juste une perception? Eh bien, Hebb a imaginé une sorte de chaîne de montage, où cette règle de base permet de construire des structures de plus en plus complexes. Ça se passe en 3 temps. D'abord, au niveau microscopique, on a le renforcement d'une synapse. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, des groupes de neurones qui ont l'habitude de bosser ensemble finissent par former ce que Hebb appelle un assemblage de cellules. C'est un peu comme une équipe de sport qui a tellement joué ensemble qu'elle agit comme une seule personne. Et cet assemblage peut représenter une idée simple, comme un cercle. Enfin, ces équipes peuvent s'activer les unes après les autres en chaîne. C'est la séquence de phases. Une sorte de course de relais neuronal qui forme le fil de nos pensées. L'assemblage cercle, puis l'assemblage rouge, puis l'assemblage rebondir, et voilà qu'on pense à un ballon rouge qui rebondit. Regardez ce schéma du livre de Hebb. Il est génial, parce qu'il montre vraiment comment naît un de ces assemblages. On voit bien les cellules A, B et C qui, à force de s'activer ensemble, commencent à tisser des liens de plus en plus forts entre elles. C'est la naissance d'une équipe. Là, on passe à un assemblage un peu plus costaud. Et ce qui est vraiment crucial ici, c'est cette structure en boucle. L'activité peut tourner en rond dans ce réseau, même si le stimulus de départ a disparu. C'est l'idée géniale de Hebb pour expliquer comment on arrive à garder une idée en tête. C'est la mémoire de travail, tout simplement. Bon, tout ça, c'est une très belle théorie. C'est élégant, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Voyons un peu comment Hebb s'en sert pour expliquer des choses bien concrètes. Prenons un exemple tout droit sorti du livre. À gauche, on a un rat qui a appris à reconnaître un triangle, peu importe sa taille ou son orientation. À droite, le schéma de Hebb nous montre comment notre cerveau à nous construit l'idée d'un triangle en activant les neurones qui correspondent à chaque coin, les uns après les autres. Et dans les deux cas, que ce soit le rat ou nous, l'explication est la même. L'expérience a littéralement sculpté un assemblage de neurones spécialisés dans les triangles dans le cerveau.
Le point vraiment essentiel à retenir, c'est ça. Percevoir, ce n'est pas passif. Ce n'est pas comme prendre une photo du monde. C'est un processus actif, une construction. Le cerveau apprend à voir, littéralement. Chaque chose qu'on perçoit est le fruit de l'activation de ces fameux assemblages, qui ont été façonnés par tout ce qu'on a vécu avant. Pour finir, jetons un œil à l'héritage de cette théorie. On parle d'une idée qui a plus de 75 ans, et pourtant, elle n'a jamais été aussi pertinente. C'est la pierre angulaire de tellement d'avancées aujourd'hui. Sérieusement, l'influence de Hebb est partout. Le concept de neuroplasticité, cette idée que le cerveau peut se réorganiser, c'est du Hebb pur jus. L'intelligence artificielle, les réseaux de neurones qui sont au cœur de nos technologies, s'entraînent sur ce même principe. On renforce les connexions qui marchent. Et bien sûr, toute la psychologie cognitive moderne s'appuie là-dessus pour expliquer comment on fabrique des souvenirs et des concepts. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une réflexion un peu plus philosophique. Si chaque expérience, chaque pensée, chaque rencontre vient modifier physiquement la structure de notre cerveau connexion par connexion, ça veut dire qu'on est au sens le plus littéral la somme de ce qu'on a vécu. La question au fond n'est plus seulement de savoir qui on est, mais plutôt qui on est en train de devenir, une connexion à la fois.